Et il est en ligne. Bonsoir à vous, Jette Sophonie Koboudé. Bonsoir, bonsoir, chère Angèle, et bonsoir aux téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien. Je vais très très bien. Je vais très bien. Et j'espère que vous allez bien aussi. Ça va. Alors, Jette Sophonie Koboudé, la définition de la pauvreté est en constante évolution, reflétant les réalités économiques et sociales mondiales. Récemment, la Banque mondiale a relevé son seuil international de pauvreté de 1 à 3 dollars par jour. Cette modification, bien plus qu'un simple ajustement statistique, a des implications profondes sur la manière dont nous appréhendons la pauvreté, mesurons ses progrès et orientons les efforts de développement à l'échelle planétaire. Elle nous pousse à reconsidérer la véritable étendue de la précarité et à affiner nos stratégies pour un monde plus équitable. Ce soir, nous voulons apprécier les implications donc de cette hausse du seuil international de la pauvreté. Chez Sophonie Koboudé, vous êtes économiste et actuellement directeur recherche à Interglobe Conseil basé à Paris. Selon vous, pourquoi une telle révision était-elle nécessaire et surtout quels sont les nouveaux critères ou données qui ont conduit à ce changement? La révision du seuil de pauvreté internationale, c'est avant tout une affaire je dirais, de réalisme économique. C'est-à-dire que pendant longtemps, le chiffre emblématique était 1 dollar. 1,90 $ par jour. Oui. Mais il se trouve que l'économie bouge, les prix changent, la consommation évolue. On ne peut pas garder un thermomètre figé dans un monde en mouvement. Donc, du coup, la Banque mondiale a actualisé ce seuil à 3 dollars par jour. Et je dirais que ce n'est pas une simple correction cosmétique. C'est une révision qui est fondée sur les nouveaux prix comparés à l'échelle mondiale qui ont été collectés dans le cadre de l'enquête qu'on appelle ICP, International Comparison Program. Et en fait, c'est un programme qui fournit les données sur ce que valent les devises dans la vie réelle. Alors, mais la question, c'est pourquoi passer à 3 dollars Serait-ce un constat définitif que la vie est vraiment chère de par le monde? Effectivement, et ce changement s'appuie sur deux grandes raisons. C'est-à-dire que la première raison, c'est le fait que les parités de pouvoir d'achat ont été mises à jour. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour expliquer aux téléspectateurs ce qu'on appelle les parités de pouvoir d'achat. Il le faut. Alors, les parités de pouvoir d'achat, c'est une façon de comparer ce que votre argent peut vraiment acheter dans différents pays, même si les monnaies et les prix sont différents. Donc, chaque pays, vous le savez bien, a un coût de la vie différent. Oui. Et dans ce que vous pouvez acheter avec 10 euros en France, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose qu'avec l'équivalent en pesos au Mexique ou en roupies en Inde. C'est-à-dire qu'avec 10 euros, vous pouvez vous acheter, je dis n'importe quoi, 2 cheeseburgers en France. Et bien au Mexique, les 10 euros vont vous permettre d'acheter 4 cheeseburgers. Et en Inde, ça va vous permettre d'acheter 5 cheeseburgers. Donc, ça c'est le même billet de 10 euros. Donc, vous voyez que le fait que les pays ont différents coûts de la vie et différentes monnaies, il faut une échelle commune. Voilà. Et cette échelle, c'est les parties de pouvoir d'achat. Donc, les PPA permettent de faire une comparaison équitable en tenant compte de cette différence. Et le truc, c'est que en mai de l'année dernière, le programme de comparaison internationale a publié les nouveaux chiffres de parité de pouvoir d'achat. Ok. Et qu'est-ce que cela montre? Cela montre une augmentation moyenne d'environ 13% des revenus nominaux mondiaux par rapport à 2017. Et attention, dans les pays à faible revenu, cette hausse est encore plus marquée de 21%. Euh, euh, contre à peu près 11% d'inflation aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût de la vie
c'est-à-dire pour les biens et les services de base, a grimpé plus vite que les pays, plus vite dans les pays pauvres. Et Ok. donc, quand on regarde cette mise à jour des parités de pouvoir d'achat, ça explique à peu près 35 centimes, 0,35 dollars de l'augmentation du seuil. Maintenant, le reste vient de d'où? Le reste vient en fait d'une deuxième raison. Enfin, et la seconde raison, c'est le fait qu'il y a eu des révisions des seuils nationaux de pauvreté. C'est-à-dire que D'accord. les pays à faible revenu, par exemple, euh, les pays à faible revenu ont ajusté leur propre seuil, notamment grâce à des enquêtes auprès des ménages plus précises, etc. C'est des enquêtes qui vont un peu plus dans le détail qu'avant. Ok. On arrive à mieux capter le réel avec ces enquêtes-là. Et là, alors, résultat, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les seuils nationaux de pauvreté ont augmenté. Et quand vous prenez par exemple le Burkina Faso, Hmm. le Burkina Faso a fixé, a passé son seuil de pauvreté nationale à 3 dollars, à 3,04 dollars en 2022. Et donc, comme il y a eu une révision des seuils nationaux de pauvreté, la Banque mondiale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la médiane des seuils de 20, des 24 pays les plus pauvres pour arriver à 3 dollars tout rond. Donc, Ok. voilà comment on arrive au seuil des 3 dollars. D'accord. Moi, je vois ça comme une démarche pragmatique. Hein. La question jette Sophonie Koboulé, mais quels sont ses impacts directs sur ces pays? Alors, l'impact est immédiat, si vous voulez. C'est que le recalibrage fait remonter le compteur mondial à 838 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté. Donc, c'est plus 125 millions de personnes par rapport à l'estimation précédente. Donc, le fait de ramener le seuil à 3 dollars, eh bien, ça fait tomber 125 millions de personnes automatiquement dans l'extrême pauvreté. Donc, en clair, c'est comme si toute la population de l'Éthiopie et du Kenya réunie passait sous la ligne du jour au lendemain, sous la ligne de la pauvreté. La pauvreté. Mais attention, cette augmentation n'est pas une aggravation soudaine de la pauvreté. C'est une meilleure visibilité sur la réalité qui était déjà là, mais qui était mal mesurée. Et évidemment, l'impact, on le voit, est assez. Enfin, les régions les plus touchées sont sans surprise les mêmes. Hein. C'est-à-dire que l'Afrique subsaharienne, qui concentre près de 60% de la pauvreté mondiale, est évidemment le plus touché. On a aujourd'hui à peu près 6 personnes sur 10 dans cette région qui vivent en dessous de ce nouveau seuil. Évidemment, il y a aussi, il y a ensuite l'Asie du Sud, notamment le Bangladesh, le Pakistan, certains États de l'Inde qui aussi sont impactés directement. Et puis évidemment, il y a les pays que j'appelle les pays en crise prolongée, c'est-à-dire la RDC, le Yémen, Haïti, Soudan du Sud, enfin, vous voyez bien les pays dont je parle. C'est des pays où déjà de base, on a 70% de la population qui vit sous ce seuil. Donc ça ne va faire que s'aggraver. On a évidemment l'exemple au Burundi par exemple, où on a plus de 80% de la population qui vit désormais sous les 3 dollars par jour. Donc, vous imaginez que l'économie informelle y est la norme et que l'État n'a quasiment aucun levier fiscal pour agir dans un pays comme celui-là. Mais je le redis, ces chiffres ne sont pas là pour désespérer, ils sont là pour nous réveiller. Justement, quel message cette situation renvoie-t-elle au pays, Jette Sophonie Koboulé? Beaucoup plus d'efforts, revoir les revenus à la hausse. Quel est ce message? Oui, et puis on pourrait aussi croire que
Au fond, le fait qu'on a relevé le seuil, ça donne une fausse impression que la pauvreté s'est aggravée. Euh, c'est vrai qu'on pourrait craindre un effet de manche, c'est-à-dire que lever le seuil fait mécaniquement gonfler la statistique, mais c'est justement le but, c'est-à-dire mieux coller à la réalité du panier de survie. Personne n'est appauvri parce que un économiste à Washington change une virgule ou quoi que ce soit. En revanche, les décideurs, les ONG, etc., disposent enfin d'un thermomètre plus fidèle, plus fiable. Donc, ne pas réviser le seuil aurait entretenu l'illusion que la pauvreté reculait, alors que le coût de repas élémentaires flambait. Donc, ce que cette révision révèle, ce n'est pas une pauvreté plus grande, c'est une pauvreté plus profonde. Et c'est en cela que la révision n'est pas un artifice comptable. C'est je dirais, une prise de conscience statistique. Regardez, si on restait au seuil de 1,90 $, voilà, on aurait pu dire que la pauvreté extrême recule. Mais soyons honnêtes, qu'est-ce qu'un progrès économique si on survit à peine avec 2 $, si l'enfant n'est pas scolarisé, si on mange une fois par jour, si on meurt de paludisme faute de traitement? Donc, la véritable lutte contre la pauvreté, ce n'est pas d'en sortir par un effet de seuil et s'empêcher de relever le seuil. Non, c'est de construire de véritables conditions d'autonomie pour les gens et d'opportunités pour les gens. Donc, comment dire, le message de la révision du seuil n'est pas du tout, c'est pas un artifice comptable, quoi. Et la révision du seuil n'aggrave pas la situation. Elle la rend lisible. Oui, elle Et la rend d'ailleurs, visible, mais elle obligeant oblige, justement les pays du monde à revoir à la hausse, je ne sais pas si je vais dire le panier de la ménagère, en tout cas les revenus. oui, en effet, il y a un progrès des revenus nominaux dans beaucoup de pays pauvres, mais il y a aussi l'inflation. Si, par exemple, vous avez été augmenté de 10%, si vos revenus nominaux ont augmenté de 10%, mais que l'inflation a fait 20%, en réalité, vous êtes appauvri de 10% en pouvoir d'achat. Et donc, en réalité, il ne suffit pas simplement de voir le progrès des revenus nominaux. Il faut voir le progrès des revenus nominaux dans le contexte de l'évolution des prix. Alors, la Banque mondiale, Jette Sofoni Kobudé, indique aussi que l'objectif de réduire l'extrême pauvreté à au moins 3% d'ici 2030 est hors d'attente, notamment à cause de la pandémie Covid-19, des conflits et chocs climatiques. Pour vous, quels sont les principaux obstacles structurels à la réduction de la pauvreté en Afrique et comment justement ce nouveau seuil peut-il orienter les priorités des bailleurs des fonds internationaux? Bah, alors là vous touchez à la profondeur du débat. C'est-à-dire que pourquoi l'Afrique subsaharienne est-elle aujourd'hui le dernier bastion, si je puis dire, de la pauvreté mondiale extrême? Évidemment, il y a plusieurs facteurs structurels que l'on connaît bien d'ailleurs, mais qu'on refuse souvent d'attaquer frontalement. Les facteurs structurels, on les connaît. Le premier facteur structurel, c'est la faiblesse de la productivité. Prenons l'agriculture, par exemple. Dans beaucoup de pays africains, on a entre 70-80% de la population active qui travaille la terre, qui sont des agriculteurs. Mais la productivité est extrêmement faible. C'est-à-dire pas d'irrigation, pas de système d'irrigation moderne, pas de mécanisation de l'agriculture, des semences très peu performantes, etc. Bon, résultat, qu'est-ce qui se passe? Le producteur produit peu, vend mal et reste pauvre. Eh bien, cela se répercute sur tout le reste de l'économie.
Donc, le premier point, c'est la faiblesse de la productivité. Le deuxième point qui me paraît essentiel, mais qu'on n'évoque pas souvent à mon goût, c'est l'enclavement et le coût logistique. Dans certains pays africains, il coûte plus cher de transporter un sac de riz de la ferme au marché régional que de l'exporter vers l'Europe, hein, parce que l'Afrique subsaharienne a les coûts logistiques les plus élevés au monde. C'est-à-dire parfois 2 à 3 fois plus cher qu'en Asie du Sud-Est. Donc, quand vous n'avez pas de route, vous n'avez pas de port efficace, vous n'avez pas d'électricité fiable, etc., ben vous ne pouvez pas avoir un investissement privé viable. Donc, tout ça crée un cercle vicieux. Et le troisième facteur structurel qui me paraît essentiel à évoquer, c'est le déficit du capital humain. Vous savez que, selon l'UNESCO, les statistiques de l'UNESCO, 9 enfants sur 10 en Afrique subsaharienne ne maîtrisent pas la lecture à 10 ans. Donc, comment voulez-vous qu'ils deviennent des agents économiques capables de faire du calcul économique? Il y a un immense effort à faire dans l'éducation de base, dans la santé infantile, dans la nutrition, parce que c'est le capital humain aussi qui attire les investissements. Moi, j'entendais le patron de Apple la dernière fois qui disait qu'il ne délocalise pas une partie de sa production en Chine par non-patriotisme, pas du tout. C'est parce que il sait qu'en Chine, il va trouver des ingénieurs bien formés qui vont pouvoir faire le boulot. Donc, le capital humain attire aussi les investissements. Le quatrième point, parce que on évoque les facteurs structurels qui expliquent, voilà, les obstacles. L'autre facteur que je trouve important, c'est la fragilité et les conflits. Vous savez que sur 37 pays en situation de fragilité ou de conflit dans le monde, 19 sont en Afrique subsaharienne. 19 sur 37. Donc, les conflits comme au Sahel ou en RDC détruisent les économies, déplacent les populations et parfois même ralentissent les programmes de développement. Donc, ces 4 facteurs structurels me paraissent fondamentaux à adresser. Et donc, que faire avec ce nouveau seuil? Oui, justement, que faire? Eh bien, c'est mon côté Lénine, quoi. Vous connaissez le livre de Lénine qui s'appelle Que faire? Ce seuil à $3 doit servir de boussole pour réorienter les politiques publiques et faire d'autres choix stratégiques. C'est-à-dire prioriser les infrastructures de base, routes, électrification. Il faut prioriser l'accès à l'eau. Et donc, prioriser les dans un pays comme le Bénin. Pardon? Je dis que c'est une priorité actuellement. Nous en sommes à un taux de décès de plus de 80%. Alors, en effet, et ça, il faut le souligner. Donc, il faut prioriser les infrastructures de base. Il faut libérer les forces productives. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Il faut simplifier les régulations. Il faut créer un environnement propice à l'investissement local. Il faut avoir un système fiscal clément envers ceux qui prennent les risques. Vous me connaissez, j'ai déjà fait une émission avec vous pour faire un plaidoyer en faveur de la suppression de l'impôt sur les sociétés au Bénin. Bien sûr. Vous vous en rappelez. Donc, en fait, il y a un cocktail de choses qui peuvent permettre d'atténuer l'effet, atténuer la pauvreté dans nos pays. Parce que la pauvreté, c'est d'abord une absence de droit de propriété et une absence d'opportunité. Donc,
il faut créer un environnement business friendly, quoi. Ça, ce sont vos propositions, comme vous savez toujours le faire. Quand vous mettez un sujet sur tapis, vous projetez. En conclusion, sur tout ce que nous avons dit depuis le début, pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, Jette Sophonie Koboudé, on dira quoi en résumé? En résumé, la nouvelle, c'est que la Banque mondiale a fait passer le seuil de pauvreté mondiale internationale à 3 dollars par jour, et que ce nouveau seuil, ce n'est pas un artifice comptable, ce n'est pas une punition, c'est juste un miroir plus fidèle. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Il faut s'en servir pour faire mieux, plus intelligemment, plus librement et avec plus de dignité pour ceux qu'on prétend aider. Car, vous savez, la sortie durable de la pauvreté ne viendra ni des seuils, ni des artifices comptables. Elle viendra des institutions, de la liberté économique, de l'environnement business friendly qu'on va réussir à mettre en place afin que chaque talent dans le pays, dans la nation, puisse s'exprimer. Et en fait, c'est au fond la vraie justice sociale, quoi. Merci à vous, Jette Sophonie Koboudé. Je rappelle que vous êtes économiste et actuellement directeur recherche économique à Interglobe. On se retrouve lundi. Merci beaucoup. Lundi avec une autre thématique certainement. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons abordé ce nouveau seuil de la pauvreté. La Banque mondiale a renvoyé ou rehaussé le seuil international de pauvreté à 3 dollars. Avec notre invité de ce lundi, nous avons essayé de voir ensemble les implications, l'impact direct ou immédiat si vous préférez. Également, les personnes supplémentaires qui basculent sous ce seuil, sans oublier les continents ou pays qui seront les plus touchés. Et enfin, par rapport à la réduction de l'extrême pauvreté à 3% d'ici 2030, cet objectif est inatteignable actuellement selon la Banque mondiale. Quels sont les obstacles principaux? Vous avez écouté Jette Sophonie Koboudé qui a également évoqué comment ce seuil pourrait permettre aux bailleurs de réorienter les priorités. Voilà. Merci de nous avoir suivis. J'aide à lundi prochain, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que toutes nos productions sont toujours disponibles sur nos plateformes numériques. Mes invités me rejoignent pour le débat du soir, E-Télé, avec vous, pour vous. À tout à l'heure.